Bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour ouvrir ensemble cette semaine deux grands dossiers. D'abord, la crise géopolitique oubliée, celle de l'Ukraine qui fera l'objet d'une discussion sur notre plateau dans quelques minutes. Et puis la crise en gestation, celle du Brexit, sortie possible de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et nous recevrons dans notre seconde partie, pour en parler très longuement, le tout nouvel ambassadeur du Royaume-Uni à Paris. Mais tout de suite, place au débat. Il y a la crise des migrants qui continue à peser sur le futur de l'Europe. Et puis, il y a l'autre crise, la crise géopolitique que l'on est peut-être en train d'oublier trop vite, celle de l'Ukraine, où la situation entre séparatistes pro-russes et gouvernement de Kiev, et puis même au sein de la classe politique ukrainienne, demeure fragile, incertaine. Allons-nous vers une nouvelle escalade? Les Européens insistent sur la pleine application des accords de Minsk, signés il y a un an tout juste. Mais sont-ils toujours aussi motivés pour maintenir les sanctions contre la Russie? Vladimir Poutine a-t-il cessé de stimuler le séparatisme à l'est du pays? Et du côté du gouvernement ukrainien, on voit qu'il y a des déchirures, des querelles sur la corruption. Est-il donc en mesure d'engager des réformes de fond? Nous allons poser la question aujourd'hui à nos invités. Mykola Toshinsky, bonjour. Vous êtes l'ambassadeur ukrainien auprès de l'Union européenne parmi nous aujourd'hui. À côté de Andrei Plenković, bonjour, député européen du Parti populaire européen, le PPE, donc bonjour. Président de la délégation UE-Ukraine. Nous venons de Croatie, un pays qui est évidemment toujours sensible aux questions d'influence russe. Et puis, vous êtes aujourd'hui parmi nous aussi Stelios Kologlou, bonjour. Bonjour. Député européen de la gauche unitaire européen, c'est le parti au pouvoir Syriza en Grèce. Alors qu'Alexis Tsipras s'est rendu en Russie, on s'en rappelle, et a redit qu'il ne fallait pas toujours avoir une politique systématique de sanctions contre la Russie dans le cas de l'Ukraine. On va en parler ensemble. J'aimerais que vous ayez une première appréciation sur ce qu'a dit récemment le chef de la diplomatie allemande, M. Steinmeier, qui s'est déclaré très inquiet de violations continues du cessez-le-feu et de restrictions imposées à 700 observateurs de l'OSCE qui donc ont prolongé leur mission en Ukraine, dans l'est du pays, jusqu'à mars 2017. Tout à fait d'accord avec ce que M. le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne a dit, qu'il y a chaque jour des 50 jusqu'à 100 fois tirées de la part de cette côté des séparatistes. Il y a 500 et plus observateurs de l'OSCE et on considère qu'on a besoin d'avoir plus même. Mais l'essentiel est de le permettre des côtés des séparatistes à entrer sur le territoire et contrôler les armes qu'on doit retirer des zones de conflit d'après le Minsk II que vous avez bien indiqué. Parce que jusqu'à ce moment-là, ce n'est pas... Ah mais, donc vous nous dites qu'on est dans une phase d'escalade pour vous? Pour nous, c'est une phase d'escalade parce que le premier moment, le premier point de l'accord de Minsk II, c'est retirer chacun de deux côtés, on doit retirer des armes lourdes plus de 120 mm. Monsieur Plenković, et ce n'était pas fait. C'est votre appréciation aussi au Parlement européen, où on sort d'une semaine d'ailleurs sur la situation en Ukraine pour redire qu'il faut s'en préoccuper? D'abord, je vous félicite que vous émancipez aussi la thème de l'Ukraine. C'est une des thèmes prioritaires pour l'Union européenne, pour notre politique étrangère et pour l'engagement du Parlement européen. On a montré ça clairement cette semaine à Bruxelles quand on a organisé pour la première fois dans l'histoire du Parlement européen une semaine dédiée à un pays qui a la vocation européenne, et c'est l'Ukraine. Deuxièmement, sur le point de vue de sécurité. C'est vrai que les dernières informations des situations dans les territoires temporairement occupés, dans les régions de Donetsk et Lugansk sont vraiment inquiétants. Ils sont inquiétants parce qu'il faut laisser la mission spéciale d'observation de l'OSCE de faire leur travail d'une manière raisonnable et aussi efficace. Alors, le signal de M. Steinmeier, c'est très important. Nous avons tous donné beaucoup de confiance à cet exercice diplomatique et politique mené par le duo franco-allemand dans le contexte de format de Normandie et aussi la réunion à Paris nous donne des signaux importants. Nous croyons que l'Ukraine doit rester très très haut sur l'agenda européen
Européens, que la sécurité des Ukrainiens est liée étroitement avec la sécurité des Européens. Alors c'est un conflit qui a fait 9 000 morts depuis 2 ans, M. Koulouglou, mais c'est vrai que peut-être il est un peu éclipsé, ou même qui venait de Grèce, par d'autres choses que les Européens doivent régler depuis des mois en urgence, comme la crise des réfugiés, etc. C'est le multicrise, hein, l'idée de M. Juncker qu'on vit une phase de multicrise à gérer de façon concomitante. Si vous voulez ajouter aussi la crise économique qui n'est pas finie, il y a aussi des signes de l'extérieur, de la Chine au niveau économique qui ne vont pas dans la bonne direction. Alors on a besoin de traiter à la fois beaucoup de crises. Mais il faut d'abord parler sur la crise ukrainienne. Et il y a une leçon de l'histoire là, que si on met le feu quelque part, si on commence une guerre quelque part, c'est très difficile à la terminer. C'est plus difficile à terminer une guerre qu'à la déclencher. Alors, qu'est-ce qu'il faut là? Alors, on voit toujours qu'il n'y a pas de conflit, les choses ne sont pas réglées et tout ça. Il faut à la fois respecter les frontières, respecter aussi les droits des minorités et respecter aussi la démocratie. Et moi, personnellement, je suis très inquiet, je dois vous dire, monsieur l'ambassadeur, que sauf l'interdiction du Parti communiste. Ce qui concerne l'interdiction de la partie communiste que vous avez bien indiqué, bien sûr qu'il y a la loi, qu'on a travaillé ensemble pour faire les amendements à cette loi, ensemble avec la commission de Venise. La commission de Venise a donné sa recommandation et le Parlement va reconsidérer certaines positions dans cette loi. Rappelons quand même que jeudi dernier, les ministres des Affaires étrangères d'Ukraine, de Russie, de France et d'Allemagne se sont retrouvés à Paris pour rappeler l'importance des fameux accords de Minsk du 12 février 2015. Dans ce format Normandie, français et allemand, hein, côté européen, donc ont demandé au gouvernement ukrainien d'accélérer le rythme des réformes politiques et économiques. Rappel tout de suite des faits. Le visage fermé, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, quitte le Quai d'Orsay sans dire un mot. Un silence qui en dit long sur le climat des négociations en coulisses. Devant les caméras, côté français, on dira que les échanges étaient francs et directs. Nous avons souligné l'importance de l'élaboration et de l'adoption d'une loi électorale par le gouvernement et le Parlement ukrainien afin de permettre la tenue des élections locales. Mais pour son homologue allemand, cette réunion n'a pas permis de progresser concrètement. Kiev et Moscou n'ont pris aucun engagement. Depuis des mois, Paris et Berlin réclament des élections dans l'est de l'Ukraine, une région dominée par les séparatistes pro-russes. Si les Occidentaux y voient un moyen pour l'Ukraine de réaffirmer sa légitimité, Kiev craint que la Russie n'en profite pour déstabiliser encore un peu plus son territoire. La hantise des autorités ukrainiennes, voir le scénario de la Crimée se reproduire. Après des élections contestées, la péninsule est tombée sous le giron russe en mars 2014. Le point essentiel pour moi est la nécessité d'assurer la sécurité en vue de prochaines élections. La sécurité d'abord. Sans sécurité, nous ne pouvons pas avancer. Une sécurité régulièrement mise à mal dans l'Est ukrainien, malgré le cessez-le-feu prévu dans les accords de Minsk, signés en février 2015. Depuis 2 ans, 9000 personnes ont perdu la vie dans ce conflit. On l'a vu, hein, c'était le cas à Paris, mais c'était le cas aussi depuis des semaines. Les Français et les Allemands font pression sur le gouvernement ukrainien pour accélérer ces réformes politiques, économiques. Il y a eu, on le sait, le 3 février, une démission de votre ministre en titre de l'économie qui a dit qu'il y avait un problème de corruption vraiment patent dans votre pays et qui a rappelé finalement l'ampleur de la tâche à accomplir. Est-ce qu'on peut avoir confiance sur l'agenda de réforme ? Il y avait une dizaine de lois qu'on devait adopter. C'est d'abord sur la procurature à parquet général, l'agence spéciale pour la lutte contre la corruption, et quatre lois on a adoptées. La loi sur la décentralisation a été adoptée dans la première lecture.
Mais il y a quand même bisbille entre votre président, votre Premier ministre, etc. C'est compliqué. Hein, je voulais dire, maintenant c'est la phase quand le Parlement a bien travaillé, c'est la phase de faire réaliser. C'est exactement cela que montre cette situation en Ukraine, que la société veut obliger le gouvernement à travailler plus vite. Maintenant, c'est le gouvernement qui doit décider comment. Le gouvernement, il est dans une position difficile, M. Plenković. Vous connaissez bien la situation sur le terrain. En effet, M. Yatsenyuk, le Premier ministre, il a pu éviter de justesse une motion de censure. Il est, on le disait, en termes délicats avec le président M. Poroshenko. Donc, il a une majorité faible et on lui demande en effet d'avoir des réformes à la fois sur la corruption et puis des réformes évidemment sur le régionalisme, c'est-à-dire la décentralisation obligatoire par rapport à l'est du pays. C'est compliqué. Oui. Vous y croyez encore? Écoutez, l'Ukraine, c'est un pays qui est subi de l'agression de la Russie. La Crimée annexée illégalement et une partie du territoire de deux régions de Donetsk et Lugansk temporairement occupées. Ça, c'est le contexte. 9000 morts, vous avez dit vous-même. C'est normal qu'un pays avec tous les soucis du point de vue économique, financier, social, qu'ils ont des crises de nature politique. Mais après nos discussions avec tous les représentants politiques de toutes les fractions représentées dans le Verkhovna Rada, j'ai compris qu'il y a toujours une volonté de continuer sur la ligne des réformes pro-européennes, trouver un accord qui va permettre au gouvernement et aux partis politiques d'avoir une stabilité pour la période d'avant nous. Ça, c'est essentiel. On a vu que le vote de non-confiance n'a pas passé. Deux partis de coalition, Batkivshchina et Samopomoch, ont formellement sorti. Mais on a aussi vu qu'il y a une partie radicale qui a soutenu le gouvernement et il y a une majorité suffisante. Ce qui est important dans le contexte de mise en œuvre d'accords d'association, qui est notre instrument juridique cadre pour soutenir les Ukrainiens, politiquement, juridiquement, économiquement et financièrement, il faut que ce processus d'agenda des réformes européennes continue. L'Union européenne, pour l'instant, a reconduit les sanctions contre Moscou. Mais votre gouvernement, Alexis Tsipras, l'a dit, ça ne doit pas être automatique. Il faut qu'on réévalue à chaque fois où on en est de l'application des accords. Évidemment, parce que les sanctions ne sont pas éternelles. Il faut toujours évaluer la situation d'après qu'est-ce qui se passe au terrain. Pourquoi imposer des sanctions jusqu'à les siècles prochains, ça ne sert personne. Alors il faut changer, il faut que l'Europe adopte une approche différente de celle qu'on a adoptée pendant le déclenchement de la crise. C'est ça notre avis et mon avis aussi. Vous voyez, nous payons ça. Je veux bien rappeler à notre collègue que les sanctions qui sont été mises par le Parlement européen et les autres collègues, mais d'abord par le Parlement européen et l'Europe, sont été mises parce que le Crimée a été annexé illégalement. C'est la première chose. La deuxième chose, parce qu'il y avait... On oublie peut-être un peu aussi, hein, qu'on est peut-être en train d'oublier. Ah oui. On est dans un la deuxième, parce que... Pour ne pas oublier. La deuxième, parce qu'il y a une agression qui n'a pas fini. Notre collègue a dit qu'il faut résoudre le problème pacifiquement. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça qu'on demande d'abord cesser le feu. Et il n'y a pas de cesse du feu. Et c'est notre collègue de l'OCDE qui vont montrer. La deuxième chose, ce n'est qu'avec la stabilité et la sécurité, comme a été bien dit par M. Plenković, qu'on peut commencer le processus des élections locales et les autres choses. Mais il faut avoir la sécurité. Elles sont compliquées quand même pour le gouvernement. Et c'est pour ça Dernière question, M. Plenković, quand même assez intéressante parce que nos téléspectateurs ont peut-être manqué l'information. Les Pays-Bas, où une loi autorise les citoyens à obtenir la tenue d'un référendum sur des lois et une pétition a recueilli en effet plus de 300 000 signatures pour organiser ce référendum sur l'accord d'association Union européenne-Ukraine qui a été signé, mais peut-être qu'il va être remis en cause par les Néerlandais lors de ce référendum du 6 avril.
D'abord, seulement un point sur les sanctions. Je crois que les sanctions contre la Russie sont étroitement liées avec la mise en œuvre des accords de Minsk. S'il n'y a pas de mise en œuvre, il n'y a pas de level de sanctions. C'est très simple et c'est très clair. Ça, c'est la ligne. En plus, l'Ukraine, c'est le défi pour nous, pour nos valeurs, pour le droit international, pour la politique étrangère, pour la politique voisinage, l'élargissement, tout ce que vous voulez. Sur le référendum néerlandais, les Néerlandais, ils ont le droit de l'organiser. C'est un seuil très très bas, 300 000 signatures du point de vue électronique pour l'organiser. C'est le 6 avril, c'est la première fois, selon ma connaissance, qu'il y a un référendum sur un accord d'association. C'est pas l'adhésion, hein, c'est pas l'adhésion comme... Alors, on respecte le débat politique en Hollande. On a organisé pas mal de discussions avec nos collègues ici, qui sont les députés européens, avec nos amis ukrainiens, qui ont un peu expliqué et échangé les points de vue. Ce qui est important, que toutes les forces politiques de mainstream, je dirais, en Hollande, qui sont si partis du gouvernement ou les grands partis de l'opposition, mais qui sont tous en faveur, parce qu'il faut se souvenir, le gouvernement de Hollande a négocié cet accord avec la Commission, avec les autres. Ils ont ratifié l'accord dans tous les deux chambres. Donc vous avez espoir que finalement... j'espère que les Hollandais seront responsables et ne pas voter sur le contexte, mais sur le texte et les mérites de cet accord. Merci en tout cas à vous d'avoir très bien illustré ce débat. Vous voyez qu'il continue, qu'il perdure et qu'on ne veut pas oublier sur France 24. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez en notre compagnie. Nous passons à l'autre grand sujet du moment, à savoir le Brexit. Les Britanniques vont-ils filer à l'anglaise le 23 juin lors du fameux référendum, l'autre référendum sur leur adhésion à l'Union européenne? Nous allons savoir juste après la pause en compagnie du tout nouvel ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris.